Bonsoir. Il y a 3 ans, jour pour jour, débutait le confinement. Nous en savions alors très peu sur ce virus appelé Covid-19. Quelques voix scientifiques ont alors été précieuses pour nous éclairer. Parmi elles, celle d'un épidémiologiste de l'Université de Montpellier. Mircea Sofonea passe quelques minutes avec nous ce soir. Avec lui, on va voir ce qu'on a tiré comme enseignement ou pas de cette crise sanitaire. Et puis eux, c'est évidemment le virus de l'information qui les anime. Laurent Dubois et Paul-Étienne Zahn nous accompagneront, bien évidemment, comme chaque semaine. Bonsoir Mircea Sofonea. Bonsoir. Bien installé? Très bien. Ah oui, ces bars là, ça nous avait un peu manqué pendant le confinement. On l'a oublié tout ça ou pas vraiment, d'après vous? Alors, ça dépend en fait un peu ce qu'on fait aussi dans la vie. Moi, personnellement, c'est encore mon quotidien, ou presque. J'espère en tout cas que chacun d'entre nous avons gardé en mémoire à quel point nos sociétés sont fragiles et vulnérables par rapport à un virus qui peut apparaître n'importe où dans le monde. Cette fois, c'était la Chine, ça peut apparaître ailleurs. Et donc, il ne faut pas que l'on essaie d'effacer trop vite, en tout cas, cet épisode qui a été éprouvant pour tout le monde, pour au moins en tirer les leçons pour être mieux préparé les prochaines fois. D'ailleurs, Paul-Étienne Zahn vous a fait réfléchir autour de ce Covid-là. Et la question, fait-il dire, comment vous définiriez votre fonction d'épidémiologiste? L'épidémiologie, c'est l'étude de la survenue et de la distribution spatiale, temporelle des événements de santé et de leurs déterminants et leur application pour la santé publique. Donc derrière cela, il y a l'étude des maladies, dans mon cas, des maladies transmissibles causées par des pathogènes. Il peut y avoir aussi des épidémiologistes qui travaillent sur le cancer, qui travaillent sur l'obésité et aussi qui travaillent sur la pharmacologie. Donc effectivement, il y a énormément en fait on va dire derrière de pluridisciplinarité en jeu, puisqu'on parle à la fois de médecine, de biologie, dans mon cas de microbiologie, de la santé, de la société et parfois pour des méthodes un peu plus quantitatives de mathématiques, d'informatique. Alors en parlant de la période de crise du Covid, vous avez déclaré ceci au journal Libération. Au début, je travaillais jusqu'à 100 heures par semaine. Le jour et la nuit se confondaient. J'ai vraiment senti que la recherche publique n'est pas un idéal déconnecté, mais qu'elle a du sens pour la société. C'est ça que vous retiendrez avant toute cette crise, de votre point de vue, à vous, personnel? C'est clair que c'est le souvenir le plus vif que j'ai de ces 3 dernières années. Ce sont effectivement les premiers jours, les premières semaines ensuite du confinement. Je ne me souviens plus très bien à partir de quand j'ai commencé à lever un peu le pied, puisqu'effectivement c'était un continuum, un véritable tunnel dans lequel les informations arrivaient heure par heure. Véritablement, puisque tous les pays étaient confrontés, enfin, un grand nombre de pays étaient confrontés à la même situation au même moment, avec des équipes de recherche qui étaient ultra mobilisées. C'est sûr, si vous voulez, que pour les collègues de ma discipline, c'était l'occasion de voir pour la première fois dans l'histoire un événement se produire en même temps que la science qu'il étudiait. Et c'est-à-dire voir, pour nous, c'était on va dire le défi de pouvoir appliquer ce qu'il y avait dans les livres, ce qu'il y avait dans les articles rétrospectivement sur des maladies qui ont disparu pour certaines, on va dire, qui sont passées, certaines pandémies comme la grippe espagnole, et le voir ici en temps réel et voir si certaines des méthodes marchent encore, si elles peuvent être ajustées à ce nouveau pathogène. Ça a valu ce dessin de vous à 2h14 du matin. Tu ne vas pas me lâcher, vous fait dire Pèse. Alors en novembre dernier, on a connu un phénomène sanitaire inédit, une triple épidémie, Covid, bronchiolite et grippe. Vous avez alors dénoncé, je cite, un manque de moyens pour assurer le suivi des épidémies virales en France. Concrètement, qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire? Précisément, il n'y a plus de guichet spécifique à l'étude de l'épidémiologie du SARS-CoV-2 depuis avril 2021. C'est-à-dire, ça fait bientôt 2 ans. Donc, il faut aller chercher des financements. Vous savez que pour la recherche publique, c'est un des enjeux très importants, les financements pour les projets, autant aussi que les postes statutaires qui sont insuffisants. Et c'est vrai que cette triple épidémie, elle ne nous est pas tombée dessus, en tout cas pour la communauté, on s'y attendait.
Et dès l'automne 2021, j'avais déposé au principal guichet un projet qui allait en ce sens, et cette fois-là, ça n'a pas marché. Et à l'automne dernier, non plus. Une des raisons, par exemple, invoquées, c'était que mon équipe était suffisamment déjà visible et reconnue. Mais c'était pas pour autant que nous avions des financements. Nous avons eu, en tout et pour tout, un poste supplémentaire contractuel dont le contrat se termine en octobre. Alors, vous avez parlé de votre équipe, on va revenir évidemment sur votre travail, mais on va apprendre à mieux vous connaître, parce que nous aussi, on fait des recherches ici. Alors, je vous rassure, rien de scientifique ne nous est confié, heureusement d'ailleurs. Nous, on cherche à mieux connaître nos invités, et c'est Laurent, notre laborantin, et c'est l'heure du portrait, Laurent. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. La phrase assassine du général de Gaulle est injuste. La preuve vivante sur ce plateau, Mircea Sophoana, excusez-moi, il va y arriver, est un chercheur qui trouve, et déjà, il a trouvé sa voie. Après des études au lycée Arago, à Perpignan, il prépare l'école normale supérieure et il s'intéresse à la biologie et aux maladies infectieuses. On peut dire que c'est génétique. Avec des grands-parents vétérinaires et médecins, l'étude du vivant, on peut dire qu'on l'a dans le sang. En 2017, le jeune épidémiologiste soutient sa thèse, évidemment au moment de sa soutenance, sur l'évolution des maladies infectieuses. Il ne se doute pas que le Covid va bouleverser ses jours et ses nuits. Mircea a une passion, le rock, et il va découvrir la grosse caisse médiatique, et parfois ça va lui écorcher les oreilles. En scientifique, il va trouver que parfois les journalistes ont un peu trop le sens du raccourci et tronquent un petit peu les propos, mais le Covid va lui permettre de jouer sa partition, une partition polyphonique, données statistiques, mathématiques appliquées. Mircea se définit comme un passeur, mais c'est aussi un chef d'orchestre à la frontière, à la confluence, à l'interface de plusieurs disciplines, mathématiques appliquées, microbiologie. Et il a tout de même un regret, c'est que malgré la crise du Covid, eh bien, sa discipline reste un peu trop marginale en France. Merci Laurent. Et alors vous nous faites une passerelle, justement, on va revenir sur le financement dont on a parlé à l'instant. Vous avez pris, vous, pendant ces 2 ans, sur les fonds propres qui étaient destinés à d'autres recherches pour chercher justement sur ce Covid. Est-ce qu'il y a des équipes qui travaillent encore aujourd'hui ou pas sur le Covid ? Oui, alors parfois elles vont pas forcément l'avouer, puisque tout le monde a envie un peu de passer à autre chose, et y compris les financeurs, puisque, comme je vous l'ai dit. En fait, il y a un enjeu, c'est maintenant, on va dire, de façon un peu plus distanciée, avec du recul, de faire la rétrospective en fait de ces 3 années sur les moments où la recherche n'a pas été forcément la plus précise, on n'a pas pu décortiquer en temps réel ce qui était en train de se produire. Et ça, c'est le moment de le faire, puisqu'il n'y a plus cette urgence. Les questions peuvent être aussi plus fondamentales, et c'est un véritable enjeu. Donc le Covid, évidemment qu'il y aura toujours des équipes, et il y en a, on peut penser de façon un peu plus clinique sur le Covid long. Il y a actuellement des équipes qui travaillent sur le Covid long. Globalement, en épidémiologie, ce qui va se passer, c'est de travailler sur les viroses respiratoires dans leur ensemble, puisque leur contrôle passe par les mêmes mécanismes. Et nous-mêmes, j'allais dire citoyens, on a appris les gestes barrières, mais est-ce que finalement on est encore mobilisé ou pas, de votre point de vue ? Alors, toute la question est de savoir si la population est prête à reprendre ces habitudes-là le moment venu. Alors c'est vrai que pour venir ici depuis Montpellier, je n'ai pas croisé de masque dans le train ou ailleurs. Mais c'est vrai que l'idée, c'est quand il n'y a pas vraiment de vague, on peut relâcher. L'objectif, c'est quand même de revenir à des habitudes les plus proches de celles qui nous étaient familières. Mais on n'est pas à l'abri d'une reprise. Et elle peut être triple, dans le cas de la grippe et de la bronchiolite en plus. Et là, effectivement, il faudra convenir collectivement et placer un curseur quelque part, puisque ces pathologies sont évitables. Et en particulier, donc,
se dire qu'il y a des efforts à faire sur le port du masque, sur le fait de ne pas se présenter au travail ou à des réunions où des personnes vulnérables sont présentes. Mais ça n'est pas que d'un point de vue individuel, c'est aussi du point de vue de l'État et aussi des entreprises, des employeurs, d'améliorer la qualité de l'air intérieur, qui est un véritable levier pour limiter la transmission de ces pathogènes. Et puis continuer évidemment aussi à trouver des financements pour la recherche. Regardez ce que ça a inspiré à Pez. On a déjà donné, dit-il, pour la chloroquine. La chloroquine. Quel regard vous portez aussi sur on a beaucoup parlé du professeur Raoult et de la chloroquine. Vous en avez pensé quoi à l'époque? Il y a surmédiatisation là aussi. Évidemment, avec une communication particulièrement clivante. Il s'est retiré du conseil scientifique et puis il est parti avec cette méthodologie qui était insuffisante pour les standards de la recherche sur les essais thérapeutiques. Le problème est que derrière, eh bien, effectivement, ce traitement n'a pas fait ses preuves et qu'il a maintenu en fait cette position-là. Je pense, hélas, que cet épisode aura marqué en fait la population, mais aussi les décideurs, le monde politique, que finalement la recherche, eh bien, les gens ne sont pas d'accord. Les gens s'affrontent, il y a des guerres d'ego, alors pourquoi leur faire confiance? Et moi, c'est ça finalement le résultat de tout ça, c'est que la recherche et peut-être même la science n'en sort pas grandi en fait de cette période, et certains sondages récents de l'IFOP le montrent. Est-ce que ce qu'on a vécu, on pourrait le revivre avec une autre épidémie, par exemple? Alors d'abord, le SARS-CoV-2 continue de circuler, il continue de faire une vingtaine de décès en France tous les jours. Mais par ailleurs, son évolution n'est pas terminée. De toute façon, l'évolution ne s'arrête pas pour ce type de virus. Elle est permanente. Il y a de nouveaux variants qui sont fréquemment identifiés. On voit de nouvelles mutations ayant des effets dits phénotypiques qui apparaissent. Donc, on ne peut pas déjà exclure qu'il n'y ait pas à nouveau on va dire un fardeau sanitaire important dû à un nouveau variant. Maintenant, d'autres types de pathogènes sont effectivement regardés de très près, comme des arboviroses par exemple. Et bien sûr, les grippes pandémiques, la grippe aviaire. Et puis, comme dit des scènes d'actualité de Pez, hein, rassurez-vous, moi je ne prendrai jamais ma retraite, dit-il en parlant du Covid. Pour terminer cette première partie, je vais vous citer. On doit former la future génération, vous dites, pardon, oui, on doit former la future génération et y faire face à ces maladies infectieuses émergentes. Mais en toute franchise, je m'interroge sur nos capacités. Le problème est bien plus profond et doit trouver ses réponses. Et je pense que la solution se trouve dès le lycée. En 30 secondes, il faut peut-être qu'on motive plus les jeunes à se pencher sur la science? Oui, tout à fait. Et en particulier, l'épidémiologie, la santé publique sont des disciplines qui sont multidisciplinaires et ce profil de scientifique généraliste, la dernière réforme du lycée ne va pas la favoriser. Nous avons besoin de plus de biologistes et de médecins formés, solides en mathématiques et à l'inverse des mathématiciens, des ingénieurs, des informaticiens qui ont plus qu'une culture générale en biologie. Merci à vous en tout cas, Mircea Sophonéa. Vous nous avez tout bien expliqué, on a tout compris, même Laurent, hein, qui est quand même pas particulièrement scientifique. Mais par contre, le temps, lui, ne s'arrête jamais, hein, comme la propagation des virus. Il circule, il tourne et il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et comme chaque vendredi, on va analyser dans nos éprouvettes éditoriales l'actualité de la semaine avec un premier dessin d'actualité. Paul Etienne, évidemment, sur la mobilisation. Et tout à fait. Et avec tous ces jours de grève et de manifestations qui se passent, on aimerait bien cotiser ces jours-là pour nos retraites parce que ça ferait augmenter nos annuités et nos trimestres. Laurent, est-ce qu'on a franchi un cap cette semaine? Ça se voit aux images actuellement à l'écran avec le déclenchement du 49.3, c'est-à-dire en vote bloqué, ou plutôt une adoption de la réforme sans vote de l'Assemblée. Immédiatement des réactions dans les rues, notamment on le voit à Albi, avec spontanément des opposants à la réforme qui sont réunis devant les grilles de la préfecture, qui ont mis le feu au portail. Donc c'est un peu le scénario que l'on
redouté et que les syndicats voulaient justement conjurer, éviter que la pression soit tellement forte que ça déborde le cadre des manifestations entre guillemets traditionnelles qu'on a eu le mercredi, et une nouvelle d'ailleurs programmée pour samedi prochain. Alors c'est à suivre de très près parce qu'effectivement ça signifie qu'il y a un véritable tournant qui se marque, et on se rappelle tous de l'épisode des Gilets jaunes qui devient une sorte de spectre qui hante le gouvernement et qui nous rappelle nous aussi en tant que journalistes des souvenirs puisqu'on a couvert de très près ces événements très particuliers. Et on va enchaîner sur une initiative, Laurent, qui chaque année nous fait connaître de jeunes chercheurs. Lundi, c'était le jury de ma thèse en 180 secondes. 180 secondes pour parler des fuites, des trajectoires d'avion. 17 doctorants étaient en compétition. Le jury a voté. C'est un jeune garçon qui a remporté la mise à un travail notamment sur les fluides. Alors l'intérêt, c'est effectivement de faire connaître la science et de montrer que la science est accessible et qu'on peut en parler facilement et rapidement, alors qu'on sait que très généralement, quand on est sérieux, rapidité et rigueur, c'est rarement compatible. Il dit quand on est sérieux, il est au bord de rire. Paul-Étienne, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Eh bien, moi, j'ai imaginé ce thésard qui sèche, comme on dit dans le jargon, et qui fait sa thèse en 0 secondes parce qu'il n'a rien à dire. Ah oui, mais ça, il y en a. Il paraît qu'il y en a. C'est important, ça, que la recherche se signale comme ça, parce que c'est vrai, c'est remarquable, ces 3 minutes, ces séquences de 3 minutes, qu'on voit aussi sur quoi travaillent les jeunes scientifiques, finalement. C'est impératif que la recherche, y compris dès les premières étapes, c'est-à-dire dès la thèse, même avant, les stages de master, doivent être visibles du reste de la société pour voir aussi dans quoi la société investit et que ce sont des sujets qui peuvent être très fondamentaux mais aussi appliqués. Et finalement, ces questions-là, elles portent en fait la société vers des perspectives qui sont souhaitables. Et en plus, sur le fond, j'allais dire, ou sur la forme plutôt, ça leur permet aussi d'expliquer ce qu'ils font, parce que c'est pas toujours simple d'expliquer ces recherches. Tout à fait. Si vous voulez, il y avait une phrase d'un philosophe qui s'appelle Patrick Thor qui disait qu'un scientifique qui ne parle pas au reste de la population, c'est comme un facteur qui ne distribue le courrier qu'aux employés de la Poste. C'est pas mal. Vous parlez occitan, Mircea? Non, je comprends assez bien puisque le roumain est assez proche en fait. Ah, eh bien nous, chaque semaine, nous avons notre chercheur en langue occitane qui travaille pour nous. Et ce vendredi, Marius a travaillé autour du vocabulaire, évidemment, lié à la maladie. On regarde. La malautio, en étymologie, nous vient d'au malaut. En français comme en occitan, la maladie est en réalité un dérivé de l'adjectif malade. C'est logique puisqu'on constate d'abord l'état avant d'essayer de définir le problème. Et donc, dans ces deux langues, on est parti du latin vulgaire male habitus, qui signifie mauvais état, pour construire les mots de malade et de malaut. Alors, pour se soigner, per se sugna calanabeire lumege, c'est le médecin. L'occitan a construit son mot sur la base du latin medicus, quand le français, lui, a pris pour base le latin toujours en adjectif medicinus. Cependant, les deux proviennent d'un verbe medeor, qui signifie soigner. Pelductu, pour le docteur, c'est différent puisque cela provient du verbe doceor qui signifie instruire. Et per se sugna caltave des putingos. Les médicaments, on dit la putingos et nucita parce que médicament, on voit bien que c'est la même origine que médecin, alors que puting, eh bien, à de la puticari, c'est un mot contracté dérivé d'apothicaire, celui qui fabriquait les médicaments. Après, le problème, c'est toujours le même, il faut trouver l'apothicaire suffisamment compétent. Toujours ce petit clin d'œil. Merci Marius Bléné. Merci Mircea Sofonea d'avoir passé quelques minutes avec nous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? De garder la curiosité, voilà, et aussi que les jeunes continuent à s'investir en fait dans cette voie-là, qui n'est pas forcément, c'est vrai, la plus attractive en France par rapport à d'autres pays, mais j'espère qu'il y aura des horizons plus radieux. L'énergie, elle est toujours là, d'ailleurs, paradoxalement, avec votre dessin pour terminer. Oui, j'ai imaginé notre couple au pouvoir qui est admiratif de toute l'énergie qu'il y a dans la rue et qui se demande pourquoi ils ne veulent pas travailler 2 ans de plus, du coup. Oui, parce que apparemment, on a la patate encore. Merci à vous trois. Laurent, merci. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, à votre place, Mircea, 2 écrivains régionaux, Maïté Durand et Christophe Guillemot. Ils viendront nous parler de Petit désordre, leur comédie policière parue chez Liana Lévy. D'ici là, votre météo suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.